Alors, on vous a donné plein de rendez-vous avec des expositions, des spectacles autour de la Renaissance. Il y en a une ici qu'il faut absolument visiter. On va vous la faire découvrir tout de suite dans un reportage. C'est cette expo qui s'appelle Renaissance 500 ans d'utopie. Le reportage est signé Xavier Nézet et Pierre-Dominique Lepé. Ces tours, ces donjons, on peut les avoir observés et visités souvent sans savoir que le château de Chambord est aussi une œuvre religieuse qui avait pour but d'impressionner le Vatican et d'imposer la France comme fille aînée de l'Église. L'exposition L'Utopie à l'œuvre permet de comprendre que l'architecture du château s'est directement inspirée de concepts incontournables dans l'imaginaire de l'époque, tels que la Jérusalem céleste ou la cité divine de Saint-Augustin. La vocation sacrée de la représentation monarchique s'incarne dans ce donjon, dans son axe, dans la coupole centrale, dans la lanterne centrale, dans la couronne impériale qui le coiffe et dans la fleur de lys qui le surmonte. Il y a là quelque chose qui évidemment fait penser à un temple, fait penser à la coupole centrale d'un temple comme celle qui est bâtie à peu près à la même époque à Saint-Pierre de Rome. En quelque sorte, une sacralité qui est accordée aux politiques, qui est accordée à la monarchie française. Chambord, c'est aussi un fantasme, le délire d'un roi qui a vu tellement grand que son rêve était impossible à réaliser jusqu'au bout. On découvre ainsi des plans, des esquisses qui nous laissent imaginer ce que Chambord aurait pu être si Léonard de Vinci avait vécu assez longtemps pour accompagner sa construction. 3 pages des carnets du maître italien appelé Codex Atlanticus permettent de penser que ces études préparatoires auraient pu être mises en pratique ici. Chambord n'a pas été achevé tel que prévu au départ, alors pourquoi pas un jour finir Chambord? C'est l'autre partie de cette exposition. 18 écoles d'architecture du monde entier ont été invitées à imaginer le Chambord de demain. Le projet qu'on aperçoit derrière nous, qui est celui d'Istanbul, est vraiment un des projets symptomatiques parmi les 18, puisque environ un tiers des projets est lié au réchauffement climatique et au dérèglement du climat, à la montée des eaux. Et Chambord devient, dans beaucoup de projets, un lieu de refuge. Parce que on construit des tours, par exemple, au-dessus des tours de Chambord, parce que il y a la possibilité de construire, comme ici, par exemple, des niches dans l'architecture contemporaine qu'on lui ajoute, qui permettent, des niches qui sont en même temps des nids, si je puis dire, d'accueillir des artistes en résidence ou des réfugiés climatiques, comme c'est le cas dans le projet de l'école Boulle. Sauf catastrophe, aucun de ces projets ne devrait être réalisé, mais il raconte les obsessions d'aujourd'hui, comme Chambord, témoigne des obsessions du passé. Voilà, et vous voyez cette image, cette toile avec ce portrait de François Ier. Nous sommes donc au pied de cet escalier à double révolution pensé par Léonard de Vinci. Bonjour Jean d'Ossonville, vous êtes le directeur général du domaine national de Chambord. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris sur votre temps, parce que un petit peu chargé, Chambord, cette année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, c'est une belle année agitée, celle des 500 ans. C'est un bel anniversaire quand même. Oui. Alors, je disais, donc, on l'entend dans le reportage, Xavier Nézet dit que c'est le fantasme d'un roi, mais ça reste le fantasme de toute une époque, et encore aujourd'hui, c'est un château qui pourrait encore évoluer. Oui, c'est aussi un message qui traverse les siècles, en fait. C'est une sorte d'idée, de cité idéale. Mais je crois, moi, que le plus important dans ces 500 ans, c'est le miracle que Chambord soit encore là, que Chambord ait traversé 5 siècles de tumulte. Et au fond, c'est la joie pour les Françaises et les Français de se dire on a Chambord, cette fierté nationale, est quelque chose qui nous rassemble, un moment de l'histoire qui nous rassemble et qu'on ouvre au monde. Alors, j'imagine, dans votre métier, vous avez la chance donc de diriger le domaine de Chambord. Quand vous arrivez le matin, vous découvrez à chaque fois un Chambord différent. Les photographes le disent, qu'il pourrait passer chaque matin, il y a quelque chose de nouveau, une ombre, une couleur. Toute l'année, oui, les lumières changent, l'atmosphère. En fait, c'est une sorte de grand film historique, Chambord. Et ça marche toujours 5 siècles après. L'effet de surprise est intact. Aujourd'hui, c'est ça qui est merveilleux. Et puis, c'est une sorte de poésie de tous les moments
tous les jours, des odeurs, des bruits, des sons, les oiseaux. C'est aussi ça qu'on va découvrir avec le film de Laurent Charbonnier, cette poésie de la nature et l'architecture. Alors, j'imagine que bien entendu, cet anniversaire de la Renaissance, ça vous a donné des idées. Juste en 2 mots, parce qu'on va l'évoquer tout à l'heure, rendez-vous ce week-end extraordinaire, 500 cavaliers, convergence au château de Chambord. 500 cavaliers, peut-être que le cheval, c'est le témoin méconnu des 5 siècles de Chambord, parce qu'il a toujours été là, et il a vocation à être encore plus là, parce que on va ouvrir de nouveaux itinéraires touristiques, notamment la route d'Artagnan, qui traverse la France, de Villers-Cotterêts à Chantilly, Versailles, Chambord, le Val-de-Loire. Donc on est très fiers d'être dans cette route d'Artagnan, et c'est important aussi pour nos territoires en Val-de-Loire, pour les gîtes équestres, en fait, pour tous les acteurs du terrain. Mais au fond, tous les week-ends, on a des événements, tout le temps. Et il y aura un grand événement le 6 septembre, qui est le voyage de la pierre sur la Loire, qui est la grande fête du territoire avec les maires des grandes villes, et toutes les étapes de la pierre sur les cités qui bordent la Loire. Parfait, merci d'avoir accepté notre invitation, merci pour toutes ces précisions. Vous savez, j'ai un problème, c'est avec Lucie, j'arrive jamais à la retrouver pendant ce journal, il paraît, elle est toujours autre part. Est-ce que vous ne seriez pas là-haut par hasard, Lucie? Hein, Lucie? Lucie. Absolument, Denis, à quelques mètres seulement de vous, à la verticale en haut de cet escalier, à double révolution. Et nous allons continuer à monter les marches pour accéder à cette tour lanterne. Un privilège car beaucoup de gens n'y ont pas accès. On va rejoindre notre invité tout de suite. Bonjour Lucie. Bonjour Frédéric Bouilleux, merci de m'ouvrir la porte. J'ai arrêté de compter les marches à partir de 112. Elles sont nombreuses, n'est-ce pas? Elles sont nombreuses, puisque nous sommes au cœur, sur la tour la plus haute du château, Frédéric. La tour centrale, celle qui est la plus haute, à 32 mètres au-dessus des terrasses. C'est énorme, au cœur des terrasses, au cœur du château, elle est construite. Elle est construite au cœur du château, elle est même à la tête de l'axe central de ce bâtiment, qui est organisé en croix grecque, c'est-à-dire que l'ensemble des 4 bras est de même distance, de même longueur, et tourne autour d'un axe central qui est constitué par cette tour lanterne qui se termine, comme on ne le voit pas, par une immense fleur de lys. À son sommet, parlez-nous de cette fleur de lys en pierre. On ne la voit pas parce qu'elle est au-dessus de nous, mais racontez-nous un petit peu qu'est-ce qu'elle représente. La fleur de lys se situe, c'est évidemment un symbole, le symbole de la puissance royale française. Elle se situe ici au-dessus d'une grande couronne qui est la couronne impériale, à laquelle François Ier ne devait pas avoir droit, puisqu'en fait il n'a pas été élu empereur du Saint-Empire romain germanique en 1519, date du début de la construction de Chambord. C'est son ennemi fidèle, Charles Quint, qui a été élu, mais on constatera dans tout ce château que François Ier a continué à utiliser cette couronne impériale qui est la couronne fermée avec le F, bien entendu, la salamandre qui est son signe distinctif. Alors ces emblèmes, ces symboles, on les voit sur les arcs-boutants, si on lève un petit peu les yeux, il y en a 8. Absolument, on les voit sur les arcs-boutants, on les voit sur les différents lanternons de cette superstructure qui constitue la partie haute du château et qui est, comme on le voit, bicolore, qui rappelle l'Italie. En Italie, c'est du marbre blanc, du marbre noir. Ici, c'est de l'ardoise et de la pierre de tuffeau, pierre particulièrement facile à sculpter, d'où la richesse des décors sculptés de ce château. C'est absolument somptueux. Et il faut le dire, Frédéric Bouilleux, la vue sur le paysage et l'architecture est imprenable, hein, on le voit. Et on a une vue sur les potagers. Alors, il me semble que Denis Gannemeyer est allé les visiter. On essaye de l'apercevoir. Ah, Lucie, dites donc! Quelle vue! Vous arrivez à nous voir d'ici. Je dis nous parce que nous sommes en effet dans le potager du jardin de Chambord, avec Baptiste Saunier qui est le jardinier maraîcher en chef, hein, ici, au domaine national de Chambord. Alors, je lance 4 mots. Je dis bio, permaculture, je dis aussi défi. Locavore. Et locavore, voilà. C'est un peu résumé ce qui va se passer et ce qui s'est passé. Surtout défi au départ. Bonjour Denis, bienvenue au potager de Chambord. C'était un vrai défi parce que nous avons créé ce potager en moins de 6 mois. Non. Il faut imaginer ici, en décembre,
qui avait des dalles béton, des bâtiments en dur qui accueillaient en fait les chevaux du spectacle équestre. Le boulot, Baptiste. Et vous avez fait ça en 6 mois? On a fait ça en 6 mois avec vraiment... c'est une histoire, comme je dis, de femmes et d'hommes, parce que tous les services du domaine national de Chambord se sont impliqués, se sont investis sur ce projet et qui ont fait qu'en 6 mois, on est capable de prouver qu'un maraîcher sur petite surface est capable de commercialiser. Il y a 15 jours, nous sortions nos premiers légumes à l'étalage et nous délivrions nos premiers paniers aux abonnés. C'était quoi comme légumes? Alors, on avait bottes de fenouil, betteraves, on avait des concombres, on avait de l'aubergine, basilic. C'était un très et ça le fait quand même, hein, quand on dit ce soir, je vous ai fait un plat au basilic de Chambord. Boum, hein, c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a de la Renaissance? Il y a un chemin croisé dans la conception des jardins, c'est ça? Alors, le chemin, c'est le grand courant, les deux grands courants qu'on retrouve dans la Renaissance. C'est les jardins à la française et les jardins à l'anglaise. Donc on voit bien que ce jardin est structuré avec des belles lignes droites, des perpendiculaires, des parallèles. Hein. Et puis tous les parterres qui encadrent ces jardins ont le côté philosophique, bucolique des jardins à l'anglaise avec différentes couleurs, des reliefs. Alors, pour conclure, on pourrait se dire que c'est un défi d'une première étape, mais qu'il y aura d'autres étapes. Alors, il y a une deuxième grande étape parce qu'on va s'exporter sur une parcelle de 5 hectares dès l'année prochaine avec une ambition forte, c'est de participer au développement de l'agriculture biologique, mais surtout régénératrice des sols. Et puis, avec les enjeux sociétaux actuels, on veut vraiment participer à cette agriculture saine. Oui, et délicieuse à manger. Et délicieuse à manger, avec beaucoup de goût, beaucoup de couleurs. Merci Baptiste, en tout cas pour toutes ces précisions. Alors nous sommes dans des anciennes écuries, et à propos d'écuries, il y a un événement en particulier ce week-end à Chambord, 500 cavaliers, les 500 ans de la Renaissance, Convergence 500 cavaliers. Regardez le reportage de Corinne Bianrosa et de Pierre-Dominique Lepé. Mon cheval pour un royaume. Pour ces cavaliers partis depuis le début de la semaine de Chenonceau, le royaume, ce sera Chambord bien sûr. Un périple de 180 km à travers les bois, les champs et les villages. C'est vraiment le côté, on sort des sentiers battus et on peut découvrir de beaux endroits en étant à cheval. Retrouver le sens de la nature, découvrir les paysages à une hauteur de vue différente, visiter les châteaux de la Loire, le plaisir du tourisme équestre est là, sans oublier l'attention que tout cavalier doit porter à sa monture. Nous, on a des chevaux qui sont essentiellement croisés d'arabes, donc ils supportent mieux la chaleur. Par contre, on a aussi des mérins, et là, le mérin et la petite arabe noire, eux, ont beaucoup plus de mal à supporter la chaleur, donc on fait plus attention à cela. Des races résistantes avec des qualités particulières. Oui, un cheval qui n'a pas peur, qui réussit à faire confiance à son cavalier, même si ce n'est pas le cavalier qui le monte souvent. Donc c'est un cheval qui peut s'adapter aussi aux conditions nouvelles. Mais l'essentiel est sans doute dans la communion avec ce passeur d'émotions qu'est le cheval. Tous attendent avec impatience de voir enfin Chambord. Les 500 ans, c'est... voilà, j'ai un peu peur. Rien que d'y arriver, j'ai un petit peu peur. La densité de chevaux, toute l'animation, ça va être un Chambord totalement différent. Ce week-end, ils revêtiront les habits d'époque pour entrer dans la peau des gentilshommes et des gentes-dames du XVIe siècle. Et qui de plus approprié pour nous en parler que l'organisateur de l'événement. Bonsoir Pascal Debout. Il faut savoir que l'équitation française est née à la Renaissance, c'est donc tout un symbole. Exactement, puisque si on parle de Renaissance, nous on peut parler de naissance, puisqu'à cette époque-là, on passe d'une équitation utilitaire, puisqu'on allait à cheval pour le transport, à une équitation qui devient une équitation savante. Et à la Renaissance, les grands maîtres d'équitation qui ont inventé l'équitation savante en Italie arrivent en France. Ce qui devient
viendra ensuite l'équitation de tradition française. Monsieur Debout, c'est conçu comme un dialogue entre le passé et le futur, entre l'équitation extérieure et l'équitation de tradition, c'est cela? Exactement. Je vous en prie, suivez, on y va, on se balade, on en profite. Qui va reprendre bien sûr ce qui a été fait depuis la naissance du château, puisqu'on aura 500 cavaliers, 500 chevaux, dimanche, qui vont flâner dans le domaine dans des costumes entre 1519 et 1919. On estime qu'à cette époque-là, on a commencé à venir en voiture et moins à cheval. On peut parler d'un riche héritage équestre tout de même. Exactement. L'équitation, c'est quelque chose qui a été très riche et qui est très riche en France et particulièrement dans le Val-de-Loire. Donc on le met en avant avec une flânerie équestre où les gens vont déambuler, vont aller voir des choses du passé, des choses nouvelles. On va tourner autour de l'art, on aura des sculptures, on aura des peintures. On a une artiste qui va peindre 500 chevaux dans la journée. Et on va avoir des choses un peu plus techniques. On va avoir des bourreliers, des maréchaux ferrants. On va avoir des démonstrations multiples et variées. Il y a une quinzaine de pôles. On va avoir des poulains. Devant le château, vous allez avoir des poulains avec leurs mamans qui viennent de naître dans le Val-de-Loire. Donc on aura des grands noirs du Berry, des percherons. Il y a plein de choses qui vont se passer ce dimanche 30 janvier ici au château de Chambord. Mais vous nous mettez l'eau à la bouche. J'imagine que de nombreux cavaliers ont voulu rejoindre cet événement. Et oui, le compteur s'est arrêté à 500 à un moment donné. Il y avait 500 cavaliers. On avait dit que la jauge était à 500. Il était évident qu'au bout de vous avez dû Oui, on a arrêté la jauge à un moment donné. On a refusé, mais bon, ça a été. On avait un peu peur d'être dans la minute, ce qui aurait été un peu embêtant. Mais non, ça a permis. Celui qui a voulu, il a pu quand même. Alors, Chambord est un lieu qui a toujours sublimé et uni les chevaux, mais pas seulement. Tous les animaux sont mis en valeur. Et d'ailleurs, vous êtes accompagné, Denis, d'un invité qui peut en témoigner, il me semble. Ah oui, absolument, Lucie. C'est Laurent Charbonnier, le réalisateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien sûr, c'est un réalisateur animalier, mais pas que. On va parler de son film Chambord. Et on est bien placé ici pour en parler. Chambord qui sortira Il sortira le 19 septembre. 19 septembre. Avant de retrouver Laurent Charbonnier, je vous propose de regarder le reportage donc réalisé autour de Laurent Charbonnier et de ses animaux. Théophile Mbaka et Xavier Nézé. Pour les besoins de son long métrage, Laurent Charbonnier a parcouru de jour comme de nuit et par tous les temps les 5400 hectares de ce domaine. Le cinéaste animalier avait une mission délicate, raconter les 500 ans de Chambord. J'ai passé beaucoup de matinées, mais dès vraiment le tout petit jour, pour avoir les premiers rayons de lumière avec la brume, les animaux qui traversent, les sangliers, les cerfs, etc. On a des séquences de nature avec les martins pêcheurs qui s'accouplent dans le fossé de l'étang des Bonshommes. On a évidemment le brame du cerf. Et il y a également les sangliers pendant l'hiver. Enfin bon, voilà, donc toutes les saisons ont été couvertes. Et ce qui est intéressant et ce qui est assez joli dans notre film, c'est ce mélange un petit peu de la pierre et de la forêt, et de la nature. De ce lieu chargé d'histoire et de personnages hauts en couleur, le cinéaste animalier a su apporter un supplément d'âme en conjuguant habilement la faune et la flore. C'était une première de pouvoir évoquer un château et de pouvoir filmer comme ça librement dans un monument aussi magnifique. Un an de tournage, 300 heures d'image et au final, un long métrage d'1 heure et 20 minutes. C'est un film donc, où on mélange le château, l'histoire, la nature, la forêt, et puis avec des séquences d'animation qui sont très jolies. Il y a 13 séquences dans le film, où quand on voit François Ier et Charles Quint qui arrivent à Chambord, ils arrivent en images d'animation. Quand on voit Louis XIV qui assiste au bourgeois gentilhomme, c'est également une séquence animée. Et donc c'est ce mélange un petit peu des trois genres, on va dire, qui est plutôt original et sympathique. 500 ans de Chambord, le film de Laurent Charbonnier, sorti en salle le 25 septembre. Parallèlement à ce long métrage, un livre est également attendu. Il sera abondamment illustré des photos du tournage. Voilà pour votre film Chambord. C'est un titre rond, fort. Et à la fois, on comprend que vous avez une totale renaissance de votre regard, Laurent Charbonnier, sur Chambord. Vous découvrez, on en parlait tout à l'heure, vous découvrez Chambord à chaque fois que vous venez.
Oui, je découvre Chambord à chaque fois que je viens. C'est vrai que depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, je suis venu pas mal de fois. On a fait un film sur le cerf, on a fait différents films pour la télévision, mais là, c'est vraiment un film pour le cinéma. Et on a soigné vraiment l'image, le son, la musique, le commentaire, bien évidemment pour le cinéma. Cécile de France et sa voix nous transportent dans Chambord, évidemment. Et puis le son de Philippe Barbeau, Martine Todisco, la musique d'Anne-Sophie Vernasienne, etc. Enfin, toute l'équipe a vraiment beaucoup travaillé. Mathilde Louveau pour le montage, enfin, Jérôme qui m'assiste. Et donc, du coup, c'est devenu un film que je voulais faire depuis longtemps. Et quand Jean Dossonville m'a dit j'aimerais bien un jour que tu fasses le film que tu as envie de faire, c'était vraiment l'occasion de le faire pour l'anniversaire. Ouais, pour un cinéaste, pour un réalisateur, ça doit être un grand moment de savoir qu'on va pouvoir le faire. Je disais éternelle renaissance de ce château, de la nature, de la flore, de la faune. C'est constamment en mouvement, c'est ça? Alors c'est constamment en mouvement. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de filmer la faune, la flore, la nature, etc. Mais comme j'ai une formation de photographe, vous me mettez dans la cathédrale de Chartres, où évidemment ici, je me suis beaucoup amusé évidemment avec les lumières, les ombres, le décor, les lignes, la structure de la pierre, etc. Et donc ce film qui est un mélange en fait d'images de pierre, de nature, de la forêt, c'est vraiment Chambord le château, mais Chambord aussi la forêt, bien évidemment. Et puis nous avons également eu l'idée d'associer des images d'animation, des séquences d'animation. Et quand on voit Charles Quint et François Ier qui arrivent à Chambord, ils arrivent en images d'animation. Et donc voilà, il y a pas mal de séquences. Donc c'est un mélange assez original entre la nature, la forêt et le château. Merci. C'est un bonheur de vous entendre parler, un réalisateur et un cinéaste comme Laurent Charbonnier. Léonard de Vinci, il en a fait des trucs, il en a pensé, et Lucie s'y est intéressée. Voici la vis aérienne. Si ce randonneur blessé peut être secouru sur une pente à 2000 mètres d'altitude, c'est grâce à Léonard. Raccourci, certes, mais de Vinci est tout de même à l'origine du premier hélicoptère de l'histoire, aussi appelé la vis aérienne. Entre 1487 et 1490, l'ingénieur veut vérifier que l'air est un fluide sur lequel on peut appuyer et s'appuyer pour remonter en vol. Il crée une spirale rigide fixée à un mât central posé sur un socle avec une série de rayons en bois. Elles servent de support à une aile en lin recouverte d'amidon de manière à réduire sa porosité. Le principe est simple. La vis est propulsée par un ressort et les hommes doivent la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois la tension maximale atteinte, le ressort dispose de suffisamment d'énergie pour faire tourner la vis dans le sens inverse. Elle est alors libérée de sa base et prend son envol. Inconvénient de l'époque, seuls les muscles d'un homme ou d'un animal pouvaient alimenter cette machine en énergie, évidemment trop faible pour prendre son envol. Il faudra attendre l'arrivée des moteurs pour que son invention prenne tout son sens. C'est aujourd'hui un moyen de locomotion indispensable. Bravo Léonard.